Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je t'invite à franchir une porte un peu particulière, celle d'une figure divine qui ne ressemble à aucune autre, une déesse qui n'est ni du ventre d'une mère, ni de l'étreinte des corps, mais de la tête même de Zeus. Là où tant de dieux de l'Olympe sont issus de la chair, des pulsions, de la foudre ou du chaos, Athéna, elle, surgit d'un lieu inattendu, l'esprit. Fille de Métis, la déesse de la sagesse et du discernement, Athéna n'est pas née de l'union, mais de l'absorption. Zeus, craignant une descendance trop puissante, avala Métis alors qu'elle portait l'enfant. Mais ce qu'il voulait contenir fut transformé, et un jour, dans un éclat fulgurant, sa tête s'ouvrit, et Athéna en jaillit, armée, consciente et pleinement formée. Elle est ainsi la seule divinité de l'Olympe née de la tête et non du corps. Elle est la pensée qui se fait force, l'intelligence qui se fait présence, l'intuition qui se dresse, droite, couronnée, prête à agir. Athéna, c'est l'alliance de la stratégie et de la justice, de la maîtrise et de la clarté. Elle préside à la guerre, mais à la guerre pensée, celle qu'on mène pour protéger, pour restaurer l'ordre, pour faire triompher ce qui est juste. Mais elle n'est pas seulement une guerrière, elle est aussi l'architecte, la conseillère, la visionnaire. Elle veille sur les cités, inspire les artisans, guide les héros, elle incarne l'esprit qui structure, qui pense, agit avec justesse. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment Athéna, en tant qu'archétype vivant, nous parle de cette force en nous, cette force de l'esprit clair, de l'intelligence profonde et de la sagesse lucide. Une sagesse née non pas du tumulte émotionnel, mais de ce lieu intérieur où la raison et l'intuition se rencontrent, non pas pour s'opposer, mais pour s'unir. Athéna, c'est cette part de nous qui sait sans s'agiter, qui agit sans se perdre, qui voit et qui protège. Pour saisir l'archétype d'Athéna, il faut d'abord plonger dans sa naissance, car tout y est déjà contenu, le mystère, la clarté, la singularité. Dans la mythologie grecque, la plupart des dieux naissent de la chair, de l'union, du sang, du désir. Ils émergent du chaos ou d'une étreinte divine. Leurs origines sont souvent marquées par la violence ou la passion, les fluides et les cris. Mais Athéna, elle, ne suit aucun de ces chemins. Elle est la fille de Métis, la déesse de la sagesse, du conseil avisé, de la prudence éclairée. Une figure subtile, souvent oubliée mais primordiale. Zeus ayant appris qu'une enfant de Métis pourrait un jour le surpasser, fait un choix radical. Il l'avale, avaler la sagesse, l'intégrer, l'ingérer, la contenir en soi pour en annuler la puissance. Voilà ce qu'il croit faire, mais la sagesse ne se laisse pas dissoudre si facilement. Ce qui devait être empêché se métamorphose. Dans les profondeurs de Zeus, Métis continue de vivre, de mûrir l'enfant. Et un jour, le dieu est pris d'un mal de tête insupportable. Il appelle Héphaïstos, le dieu forgeron, et lui ordonne de fendre son crâne d'un coup de hache. De cette brèche divine jaillit alors Athéna, toute armée, adulte, couronnée, dans un éclat de lumière. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle est pleinement formée, déjà consciente, d'une stature droite, souveraine, née de la pensée, non de la chair, d'un acte d'ouverture mentale, non d'un acte sexuel. Elle est ainsi l'unique déesse née de la tête d'un dieu, mais sans mère visible, sans l'intermédiaire d'un corps. Et cela change tout. Elle n'incarne ni la sensualité, ni la fertilité, ni les passions. Elle est pure clarté, intelligence agissante et lucidité créatrice. Mais cette naissance n'en fait pas une figure abstraite. Athéna n'est pas un esprit flottant. Elle est présence, autorité, vision stratégique. Elle tient la lance, mais ne frappe pas au hasard. Elle porte le bouclier, mais ne cherche pas la domination. Elle représente la guerre, oui, mais une guerre pensée, juste, défensive, mesurée. Elle est à l'exact opposé d'Arès, son demi-frère, dieu de la bataille sanguinaire, pulsionnelle, dévastatrice. Arès combat par fureur, Athéna combat par nécessité. Arès incarne la violence aveugle, Athéna incarne la protection réfléchie, la défense du droit, la tactique noble. Elle est aussi la déesse des cités, des artisans, des penseurs, des bâtisseurs. Elle inspire la main qui façonne, le plan qui s'organise, la cité qui s'ordonne. Athéna ne détruit pas, elle structure.
Elle ne cherche pas à briller, elle fait tenir ensemble. Et dans cette naissance exceptionnelle, dans cette émergence de la tête divine, se dit déjà un archétype, celui d'une intelligence qui ne sépare pas la pensée de l'action, ni la clarté de la force. Athéna, c'est ce qui jaillit quand l'esprit se rend disponible à plus grand que lui. Elle ne naît pas dans la lutte, mais dans l'ouverture. Une ouverture douloureuse, certes, mais féconde. Allons voir la symbolique de la naissance de la tête. La naissance d'Athéna n'est pas seulement une singularité mythologique, elle porte en elle un symbole fondamental, un enseignement silencieux sur les différentes forces qui habitent la psyché humaine. Dans la mythologie, la plupart des dieux naissent du corps, de la chair, du ventre ou de la cuisse. Autrement dit, ils incarnent des puissances liées à la matière, au désir, à l'instinct, à la pulsion. Arès incarne la violence pure, Dionysos l'extase, Aphrodite l'attraction, Hadès la mort. Même Zeus, maître de l'Olympe, est un dieu de feu céleste et du tonnerre, puissant, souverain, mais encore lié à l'expression du pouvoir brut. Athéna, elle, vient d'un autre plan. Elle ne naît pas du chaos du monde, mais d'un acte intérieur, d'une ouverture dans la pensée divine. Elle émerge de la tête de Zeus comme une idée décisive qui prend forme, comme une vision claire qui s'impose, et cela change tout. La tête n'est pas simplement un organe biologique. Dans les traditions symboliques, elle est le siège de la conscience, de la vision supérieure, de l'intelligence qui ordonne et de la lumière mentale qui discerne ce qui est juste. Athéna est donc la personnification de cette lumière lucide. Elle n'est pas dans l'intellect froid ou coupé du réel, ni l'intuition flottante sans ancrage, elle est l'union des deux, une intelligence qui sait voir et agir, qui relie le haut et le bas, le concret et l'abstrait, l'esprit et la matière. Elle nous rappelle que la véritable force ne réside pas seulement dans le corps, la rapidité ou la force brute, mais dans la clarté intérieure, dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à observer, réfléchir, ajuster, comprendre avant de répondre. C'est pourquoi Athéna est souvent représentée calme, droite, impassible. Elle n'est pas froide, elle est centrée. Elle ne fuit pas la bataille, mais elle ne s'y jette pas aveuglément. Elle incarne le discernement stratégique, la sagesse protectrice, le mouvement juste. Dans une vision jungienne, Athéna est un symbole, elle est une figure archétypale autonome issue de l'inconscient collectif, située dans la psyché. Elle ne relève pas de la dynamique anima-animus, en tout cas elle le pourrait mais je ne vais pas l'exposer ici, car on ne peut pas vraiment la limiter à une polarité intérieure, genrée, à intégrer. Elle est un symbole universel du féminin clairvoyant, stratégique et protecteur. Elle représente un mode de conscience élevé, une pensée lucide, une intuition structurée, une sagesse active, capable de guider sans dominer. Athéna n'est pas une autre figure masculine sous apparence féminine. Elle est une forme rare du féminin spirituel, liée non pas à la fécondité ou à la sensualité, mais à la naissance de l'esprit, de la vision, du discernement. Dans la psyché d'un homme comme d'une femme, Athéna peut surgir comme une force intérieure d'ordre, de clarté, de lucidité face au chaos. Elle agit comme un guide intérieur, une amie invisible, une gardienne de la justesse. Si l'on voulait évoquer des figures d'anima spirituelle ou transformatrice, on pourrait aussi plutôt citer Sophia, la sagesse divine, la Shekinah, la présence sacrée, ou encore l'Étahir, l'ami de l'âme. Nous ne sommes pas obligés de ranger Athéna dans cette galerie. Elle est ce souffle clair qui se tient entre le combat et la paix, entre le cœur et la raison, entre le dedans et le dehors. Lorsque tout s'agite, quand les émotions nous emportent, quand les peurs deviennent plus fortes que nous, Athéna est cette voix intérieure qui dit « Agis, mais pas dans le chaos. Pense, mais pas sans cœur. Reste droit, droite, même quand tout vacille. » Au-delà du mythe, Athéna est une figure archétypale vivante qui peut éclairer notre psyché contemporaine, en particulier à la lumière de la psychologie analytique. Elle représente d'abord ce que Jung aurait pu nommer l'intelligence créatrice, une pensée structurée, une lucidité active, une capacité à relier idées et actions, vision et réalité. Elle n'est pas cette sagesse abstraite enfermée dans des hauteurs inaccessibles, elle est l'intellect incarné, stratège, protecteur, au service de ce qui doit être construit ou défendu.
Dans le cadre jungien, Athéna peut être envisagée comme une figure archétypale autonome représentant la sagesse divine, la lucidité stratégique et la force intérieure éclairée. Elle n'est pas une projection animique ou animique inversée, mais une image du féminin souverain, clairvoyant, protecteur, pensant sans être abstrait, agissant sans violence. Dans les parcours psychiques, aussi bien féminins que masculins, Athéna surgit comme une présence intérieure structurante. Elle inspire la pensée claire, la décision juste, l'indépendance d'esprit, sans nécessité d'opposition genrée ou de compensation masculine. Elle n'est pas une part de l'homme en la femme, mais un visage du soi, celui qui trace la voie sans dépendre des autorités extérieures, celui qui voit, comprend, protège, agit. Athéna, c'est aussi la souveraine mentale. Elle offre à la femme un modèle de puissance qui n'est ni séduction, ni dépendance, ni sacrifice. Une puissance posée, centrée, éclairée. Mais son influence peut s'étendre bien au-delà du féminin. Chez tous les êtres humains, elle peut représenter l'union de la raison et de l'intuition, la fonction relationnelle équilibrée, qui sait articuler vision et discernement, rigueur et souplesse. Son animal emblématique est la chouette, non pas le hibou moqueur des caricatures modernes, mais l'oiseau silencieux de la nuit, celui qui voit dans les ténèbres, qui perçoit l'invisible, qui ne craint pas l'ombre. La chouette d'Athéna voit là où la plupart détournent les yeux. Elle symbolise cette part de la psyché qui garde la tête froide même dans l'obscurité, cette forme de sagesse intuitive, discrète mais implacable. Athéna est aussi la protectrice d'Athènes, la cité qui porte son nom. Selon le mythe, elle fut choisie par les habitants face à Poséidon, là où le dieu des mers avait offert un cheval, symbole de la vitesse et de la puissance brutale. Athéna planta un olivier, un arbre, un geste calme, fertile, durable. Et c'est ce choix qui donna naissance à la polis, la cité pensée, organisée, habitée par des lois, des idées, un esprit commun. Elle incarne ainsi la dimension collective de la psyché, non pas seulement l'individuation personnelle, mais la capacité à mettre la pensée au service du vivant, du lien, de la communauté. Face à Arès, son double guerrier, et son contraire, elle n'oppose pas la force brute à la force brute. Elle oppose la stratégie à la pulsion, la conscience à l'impulsivité, la justice à la violence aveugle. Là où Arès frappe, elle pense. Là où Arès crie, elle observe. Elle est la guerrière de la mesure, celle qui ne frappe que lorsqu'il le faut, et toujours avec précision. Et dans nos propres vies, cet archétype peut se réveiller à certains moments très précis, quand nous devons prendre une décision importante, sans nous laisser emporter, quand nous avons besoin de lucidité dans le tumulte émotionnel, ou encore quand il nous faut protéger un espace intérieur ou bâtir quelque chose de juste et de durable, ou encore quand nous sentons que voir clair est plus vital que plaire. Athéna, c'est cette part de nous qui dit « Reste droite, vois large, ne te perds pas dans l'agitation, chaque geste peut être un acte de clarté. » Si Athéna est une figure mythique, elle est aussi une présence intérieure qui peut émerger à certains moments clés de nos vies psychiques. Elle ne parle pas seulement aux héros antiques ni aux cités grecques, elle nous parle. Elle parle en nous, quand nous cherchons à penser juste, à voir clair, à poser un acte cohérent. Dans la vie intérieure, elle nous invite à faire naître nos décisions de la tête, mais au sens noble, non pas depuis le mental sec, coupé des émotions ou du cœur, mais depuis une clarté intérieure alignée. Elle nous aide à distinguer ce qui est juste de ce qui est impulsif, ce qui est structurant de ce qui est réactif. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent les réponses rapides, les réactions instinctives, la prise de position immédiate. Mais Athéna nous rappelle une autre posture, celle de la pensée ancrée, lucide, non violente, mais ferme, ancrée. En analyse, cette figure archétypale apparaît souvent comme un point d'équilibre, car la guérison ne passe pas uniquement par le corps ou par l'émotion, elle passe aussi par la mise en mots, par l'élaboration mentale, par la capacité à donner sens, à structurer, à symboliser ce qui a été vécu. Athéna, en ce sens, nous rappelle que penser n'est pas fuir, c'est parfois une manière de contenir sans réprimer, de donner forme sans figer, de réordonner ce qui a été chaos. Prenons un exemple. Une personne arrive en séance, submergée par une colère intense. Elle sent que tout en elle brûle ou va exploser. Incompréhension, injustice,
pulsions qu'elle ne comprend pas. Elle peut être tentée de les calmer en frappant, en s'agitant, par le sport, par la parole, par la vulgarité, ou encore en les refoulant, mais rien ne tient. Alors au lieu d'éteindre ce feu, d'éteindre cette colère, qui est parfois nécessaire, nous allons la regarder avec les yeux d'Athéna. D'où vient-elle? Quel message essaie-t-elle de faire passer? Que dit-elle? Qu'est-ce qui a été transgressé, nié ou oublié? Et quelle justice intérieure réclame-t-elle? Et peu à peu, dans ce mouvement de mise en lumière qui prend un certain temps, la colère trouve sa place. Elle ne déborde plus, elle devient information et même sens. Et c'est là que l'archétype représenté par la symbolique d'Athéna agit, non pas pour effacer la tempête, mais pour en faire un enseignement. Elle ne calme pas en endormant, elle apaise en clarifiant. Cette présence intérieure peut aussi apparaître lorsqu'une décision difficile s'impose. Quitter une relation, tracer une limite, choisir une orientation professionnelle, renoncer à un attachement toxique. Et au lieu de laisser la peur ou la culpabilité guider le geste, c'est la clarté d'Athéna qui peut s'inviter. Elle ne dit pas « fais-le vite », elle dit « regarde bien, écoute, puis agis sans trembler ». Elle nous enseigne une forme de force douce, mais implacable. Pas la force qui impose, pas celle qui écrase ou qui séduit, mais celle qui tient, qui sait tranquillement, une force douce, qui trace une ligne douce même si elle dérange. Dans ce sens, Athéna est précieuse dans nos sociétés contemporaines, souvent tiraillées entre l'émotion brute et la rationalité froide. Elle est l'alliance de la conscience et de la justesse, de la structure et de l'élan, de la lumière et de l'ancrage. Et peut-être que la véritable force d'Athéna, c'est de nous rappeler que nous n'avons pas toujours besoin d'avoir raison, mais que nous avons besoin profondément de voir juste et d'agir avec intégrité. Nous allons passer à notre dernière partie, le paradoxe d'Athéna. Comme toute figure archétypale vivante, Athéna porte en elle un paradoxe fécond. Et ce paradoxe se comprend d'autant mieux lorsqu'on la compare à ses frères et sœurs divins, tous issus comme elle de Zeus, mais chacun porteur d'une énergie profondément différente. Prenons un instant pour les observer. Arès, dieu de la guerre brute, né de la rage et de l'instinct, il incarne la pulsion guerrière sans retenue, la violence chaude, l'agressivité primaire. Dionysos, dieu de l'extase, est tout l'inverse d'Athéna, il émerge du chaos émotionnel, de la dissolution des limites, du corps en transe, il incarne la perte de contrôle salvatrice, la fusion, la transe, l'abandon. Ensuite on a Apollon, le plus proche d'elle dans son énergie lumineuse, né de Léto. Il est le dieu du logos, de l'ordre, de la musique, de la beauté mesurée, mais il reste lié au sensible, au souffle, à l'art, au rythme. Aphrodite, née de l'écume, est tout entière dans le désir, la sensualité, la puissance d'attraction. Elle gouverne la relation, le corps, la séduction, le lien. Hadès, quant à lui, régit l'invisible, la mort, le mystère de ce qui est souterrain, avec un pouvoir silencieux lié à la mémoire ancestrale. Et puis il y a Athéna, née sans mère, sortie de la tête fendue de Zeus, sans douleur, sans chair, sans cri. Elle surgit d'un éclair de conscience. Là où ses frères et sœurs plongent dans la chair, le sang, la sensualité ou l'ombre, elle est pensée pure, forme parfaite, stratégie née sans chaos. Et c'est cela qui en fait sa beauté, mais aussi son risque. Athéna est dissociée de la matrice, coupée de toute expérience charnelle de la naissance. Elle n'a ni lien à la terre, ni lien au ventre, ni trace d'un passage. Elle est l'idée incarnée sans traverser. C'est pourquoi dans son énergie excessive ou mal équilibrée, Athéna peut devenir trop cérébrale, trop rigide, trop distante. Elle peut représenter une sagesse glacée, qui ne souffre ni la contradiction, ni la nuance, ni la chaleur du cœur. Un savoir qui juge, une clarté qui tranche mais qui n'embrasse pas. Et pourtant, c'est ce même aspect qui peut nous aider à survivre, à penser quand l'émotion submerge, à structurer quand tout vacille. Alors le paradoxe d'Athéna, c'est celui de l'esprit qui sauve, mais qui parfois isole. C'est cette partie en nous qui a su se construire seule, sans modèle maternel, sans transmission affective. C'est la guerrière qui n'a jamais été enfantée, et qui parfois ne sait pas comment aimer, comment pleurer, comment fléchir. Mais c'est aussi la force tranquille de celle qui veille,
scène qui protège la cité, qui organise le monde, qui bâtit un espace où les autres peuvent exister. Et son appel, peut-être, est de descendre en nous, de retrouver le lien oublié, le lien au corps, le lien au ventre, le lien au cœur. Athéna nous enseigne que penser juste ne suffit pas, encore faut-il ressentir ce que l'on pense et aimer ce que l'on comprend. Elle nous rappelle que la tête a besoin du cœur, tout comme le bouclier a besoin de la main, et la stratégie du souffle, car la sagesse véritable n'est pas dans la séparation, elle est dans la conjonction, dans l'union des contraires, la tête et le ventre, la rigueur et l'empathie, la distance et la présence. Athéna, dans son paradoxe, n'a pas à corriger, elle a à compléter. Athéna incarne donc cette forme rare de force qui ne s'impose pas par la domination, mais par la clarté. Elle nous rappelle que le véritable pouvoir ne vient pas de l'agitation, mais de la lucidité intérieure, de la pensée alignée avec l'acte, de l'union subtile entre la raison et l'intuition. Dans un monde souvent guidé par la vitesse et la réaction, Athéna nous propose un autre chemin, celui de l'esprit calme, de la stratégie juste, de la lumière qui éclaire sans brûler. Mais elle nous met aussi en garde, la tête seule ne suffit pas, la sagesse a besoin de cœur, la clarté a besoin de sentir, et la pensée la plus haute s'enracine mieux quand elle ne nie pas l'origine matricielle dont elle est issue. Nous portons tous en nous un fragment d'Athéna. Elle veille peut-être sur nos décisions silencieuses, sur ces gestes intérieurs qui, sans bruit, redessinent notre monde. Elle est cette part de nous qui voit loin, agit avec justesse, protège sans écraser. Et si tu ressens l'appel d'en découvrir davantage sur ces forces archétypales qui nous traversent, je t'invite à plonger dans mes 2 livres, l'Odyssée des archétypes, volume 1, figures fondamentales et initiatiques, et le volume 2, ombre, destin atypique et figures hybrides. 2 voyages à travers mythes, contes, figures littéraires et culture populaire, pour rencontrer ces présences vivantes qui habitent notre inconscient et nous guident souvent sans que nous le sachions, sur le chemin d'individuation. Tu y retrouveras aussi Isis, Lucifer, Prométhée, Severus Rogue, Dark Vador, Hannibal Lecter, Sophia, Jeanne d'Arc, Galilée, Lancelot, Oppenheimer, et bien d'autres. Je te remercie pour ton écoute, ta présence, tes messages, tes partages. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.